découvre la légende de cette créature qu'on appelle le Hurleur. Dans un monde ravagé par des siècles de guerre, de famine et d'abandon, il ne reste plus que des ruines calcinées et des vents de cendres. Là où jadis s'élevaient des cités pleines de vie, ne subsistent plus que les vestiges d'un passé oublié. Dans ce désert de ruines, une légende s'est éveillée, le Hurleur. On raconte qu'autrefois, avant la chute, le Hurleur était un homme, un scientifique brillant, consumé par la rage de voir l'humanité s'autodétruire. Travaillant dans l'ombre d'un laboratoire souterrain, il chercha à transcender la faiblesse humaine. Il créa un sérum conçu pour rendre l'homme insensible à la douleur, à la peur et même au temps. Mais dans son arrogance, il négligea l'essentiel, l'âme. Quand les bombes tombèrent et que les cieux s'embrasèrent, il injecta le sérum sur lui-même, espérant survivre à l'apocalypse. Il survécut, oui. Mais son corps se déforma horriblement. Sa peau brûlée fusionna avec ses muscles, devenant un cuir rugueux et noirci. Sa voix, autrefois porteuse de mots sages, n'était plus qu'un cri primal qui résonnait dans les ruines comme une plainte venue d'un autre monde. Le Hurleur erre sans fin parmi les gravats, animé par une rage sourde et un besoin viscéral de destruction. Ses yeux luisent d'un éclat rouge, incapable de voir autre chose que des ennemis dans l'ombre. La nuit, son hurlement fait trembler les murailles effondrées et ceux qui ont eu la folie de s'aventurer dans la ville maudite n'en sont jamais revenus, leurs cris se mêlant aux siens dans un écho sans fin. Pourtant, certains murmures racontent qu'au fond de cette abomination subsiste un fragment d'humanité, un souvenir lointain de ce qu'il fut. Lors des nuits sans lune, on peut apercevoir le Hurleur immobile, regardant une photo rongée par les flammes, serrée dans ses griffes déformées, peut-être l'image d'une famille oubliée, d'une vie qu'il ne pourra jamais retrouver. Mais prenez garde, ce n'est qu'une lueur fragile, car il ne lui faut qu'un souffle de vent, une ombre sur son chemin, pour que la bête se réveille à nouveau, et que le Hurleur plonge le monde déjà mort dans un silence encore plus profond. Les chiens de cendre, ces créatures remontent de l'enfer pour venir chercher les âmes damnées, tu ne peux pas leur échapper. On les appelle les chiens de cendre, mais leur vrai nom s'est perdu dans les langues mortes, celles que l'on ne parle plus depuis que l'humanité a renié l'enfer. Ils ne vivent pas, ils brûlent, ils n'abandonnent pas, ils traquent, et ils ne hurlent que quand ils vous ont déjà trouvé. Selon la légende, lorsque l'humanité a goûté à la violence, à la trahison, au meurtre et à la haine, les enfers ont ouvert un œil. Mais ce n'est pas le diable qui est monté en premier. C'était eux, créatures faites de braises noires, nées de la première guerre, nourries des premiers mensonges, dressées dans les gouffres où tombent les âmes perdues. Chaque fois qu'un être humain vendait son cœur pour du pouvoir, une bête de feu naissait. Chaque fois qu'un innocent mourait par injustice, un autre chien gagnait une dent, ils patientaient. Leur pacte était simple. Quand l'heure sonnera, ils remonteront, non pas pour semer le chaos, mais pour réclamer les dettes. Et cette heure est arrivée. Il n'y a eu pas d'apocalypse, pas de tremblement de terre, juste une brume rouge qui tomba sur le monde, et des empreintes de pattes qui apparaissaient sur le béton, le sable, la neige, les toits. Ils voient dans l'ombre, ils sentent le remords comme un parfum. Ils trouvent ceux qui croyaient que personne ne les jugerait jamais. Les criminels cachés, les bourreaux déguisés, les âmes noircies sous des habits propres, tous sont retrouvés. Les portes se ferment, les caméras captent des formes noires traversant les rues désertes. Des cris parfois, mais jamais trop longtemps. Et quand l'un d'eux te fixe dans les yeux, tu te souviens soudain de tout ce que tu as fait. Et tu comprends pourquoi c'est toi qu'il est venu chercher. On ne fuit pas les chiens de cendre, on ne leur échappe pas, car ils ne cherchent pas la chair, ils cherchent les âmes qui ont été promises. Et si tu entends un grognement derrière toi, même dans une pièce fermée, ne te retourne pas, il est déjà trop tard. As-tu déjà entendu parler des rampeaux, ces créatures mystérieuses qui habitent les greniers? Il existe une légende urbaine que l'on raconte dans plusieurs régions du globe. Elle ne figure dans aucun livre, seulement dans des témoignages, retrouvés sur des forums supprimés, des lettres non envoyées, ou des notes laissées dans des maisons abandonnées. On les appelle les rampants du grenier. La légende dit qu'il ne s'agit pas d'un seul être, mais d'un type de créature, silencieuse, timide, ancrée dans les greniers de maisons anciennes, mais parfois aussi dans des combles modernes, des lofts, des pièces sous toit oubliées. Elles apparaissent toujours après un déménagement, jamais tout de suite. Elles attendent, elles testent, elles observent.
Les témoignages suivent toujours le même schéma. Des bruits de pas, très lents, très légers, au-dessus des plafonds. La disparition d'objets posés près des trappes ou escaliers menant au grenier. L'apparition de fissures ou de petites marques ressemblant à des griffures sur le bois ou le plâtre. Une sensation d'être observé, souvent dans la chambre, entre 3h et 4h du matin. Mais le plus troublant reste ce que disent ceux qui ont eu le malheur de monter au grenier une nuit, poussés par la curiosité ou l'agacement. Ils ne voient rien d'anormal. Parfois une forme dans l'ombre, parfois un murmure, jamais net. Certains racontent qu'ils ont vu un corps trop maigre, plié comme un insecte, avec des bras qui s'allongent et se raccourcissent selon la lumière. D'autres ne se souviennent plus rien, à part une odeur, celle de moisi, de poussière chaude et de quelque chose de vivant. Une constante ressort. Une fois qu'une maison est hantée par un rampeau, c'est le nom qu'on leur donne parfois, il est presque impossible de s'en débarrasser. Ils ne suivent pas les gens, ils restent dans les lieux, s'amusent à vous torturer mentalement. Certains pensent qu'ils se nourrissent de souvenirs, d'autres disent qu'ils attendent le moment où vous serez assez affaibli pour descendre et aspirer votre âme. Il existerait une règle, que plusieurs témoins affirment avoir suivie avec succès. Ne tapez jamais 3 fois sur la trappe du grenier. C'est une sorte d'appel, un signal, comme si là-haut quelque chose attendait justement qu'on frappe. Et vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache dans votre grenier quand tout le reste de la maison dort ? Il télécharge un jeu étrange, il finit par disparaître. Voici son histoire. Il s'appelait simplement Nathan. Étudiant discret en game design, il passait ses nuits à tester des jeux rétro obscurs pour s'en inspirer. Un soir, en fouillant un vieux forum abandonné, il tomba sur un lien vers un jeu inconnu, intitulé Hollow X. Aucun développeur listé, pas de capture d'écran, juste une note en rouge. Ne le lance pas après minuit. Évidemment, Nathan le téléchargea. Le jeu s'ouvrit sur un écran noir, aucun menu, juste une silhouette floue au centre, pixelisée, respirant lentement. Quand il appuya sur Entrée, le personnage se mit à marcher, tout seul. Nathan ne toucha plus à rien, mais le personnage explorait des couloirs vides, des murs couverts de mots tremblants. Tu es observé, ce n'est pas un jeu, il faut fuir. À minuit pile, son écran devint noir, un texte s'afficha. Tu as été vu. Puis, sa webcam s'activa. Nathan sentit quelque chose derrière lui. Il se retourna brusquement. Rien. Il ferma le jeu. Ou du moins, il essaya. Son curseur bougeait tout seul, refusait de quitter la fenêtre. Son bureau Windows n'existait plus, remplacé par des murs en ruine, identiques à ceux du jeu. Sa chambre aussi sembla se tordre. Les murs palpitaient doucement, comme si quelque chose respirait à travers le plâtre. Les jours suivants, le jeu s'ouvrait automatiquement à chaque démarrage. Sur le miroir de sa salle de bain, un mot apparut embué. « Joue encore ». Ces nuits devinrent des descentes vertigineuses dans les mêmes couloirs grisâtres, sans fin, où les murs semblaient murmurer. Une silhouette l'observait sans cesse. Même éveillé, le silence de sa chambre était parfois rompu par un souffle sourd dans ses écouteurs débranchés, suivi d'un murmure rauque. « C'est moi qui avance, si toi tu t'arrêtes ». Quand ses amis vinrent le voir, ils trouvèrent l'appartement vide, l'ordinateur affichait un simple écran. Erreur 54, l'utilisateur n'est plus disponible. La chaise tournait encore lentement. Sur l'écran, la silhouette du jeu avait un nouveau visage, celui de Nathan. Cette créature vivait sous sa maison, il n'aurait jamais dû descendre. Thomas venait d'emménager dans un quartier tranquille, une bâtisse des années 30 qu'il avait acquise à un prix dérisoire. Le genre d'affaire trop belle pour être honnête, il y vivait seul depuis son divorce et passait ses soirées à bricoler dans le garage pour tuer le silence. Un soir d'orage, alors qu'il rangeait des caisses de vin, son pied heurta une aspérité dans le sol bétonné. Il balaya la poussière. Une vieille trappe de métal rouillé, parfaitement carrée, sans poignée visible. Elle n'était mentionnée nulle part sur les plans. Intrigué, Thomas s'agenouilla, gratta le pourtour et découvrit une cavité pour y glisser les doigts. Il hésita. Puis, dans un soupir, tira. La trappe s'ouvrit avec un grincement qui résonna dans tout le garage. Une échelle de fer descendait dans l'obscurité. Aucun courant d'air, aucune odeur particulière, juste un puits de ténèbres. Thomas alluma sa lampe frontale, attrapa une barre à mine, au cas où, et s'engagea dans l'ouverture. Le passage menait à un couloir de pierre, creusé à même la terre. Les murs suintaient, les pierres couvertes de mousse. Il avança prudemment, ses pas résonnant de manière
étrange, comme si le couloir respirait. Après une dizaine de mètres, il arriva dans une petite pièce circulaire. Au centre, un vieux fauteuil. Autour, les murs étaient couverts de mots gravés à la main. Elle écoute. Ne ferme jamais la trappe. Thomas sentit un frisson glacer sa nuque. Il recula et entendit que la trappe venait de se refermer. Et puis, une voix douce murmurait. « Tu as fermé la trappe, Thomas. » Il n'était pas seul. Une forme difforme surgit de l'obscurité, haute, noueuse, couverte d'une peau luisante et noire comme huilée. Ses membres semblaient trop longs. Avant que Thomas ne puisse hurler, elle bondit. Il sentit des griffes lacérer sa gorge, des crocs s'enfoncer dans sa chair. Depuis ce soir, personne ne l'a revue. Les voisins racontent entendre, certaines nuits, des coups sourds venus du garage vide, et un murmure presque inaudible. « Ouvre la trappe !» L'esprit de cette femme s'en prend aux hommes infidèles pour venger sa mort. On raconte qu'au fond d'un vieux quartier résidentiel, derrière une palissade rongée par le lierre, se dresse une maison que personne n'ose acheter. La rumeur dit qu'elle appartenait à Claire Renaud, une femme douce et discrète. Son mari, Éric, un agent immobilier souriant et charmeur, avait pourtant tout d'un homme comblé. Mais l'apparence ment parfois mieux que les mots. Il y a 15 ans, Claire avait disparu. Éric avait affirmé qu'elle était partie sans un mot, le laissant seul avec leurs souvenirs. Il n'avait pas prévenu la police immédiatement. Il disait « Elle était fragile, elle reviendra ». Elle n'est jamais revenue. Ce qu'on n'a découvert que des années plus tard, quand la maison a été vidée, c'est une trappe dissimulée dans le plancher du salon. Et dans la cave, un squelette, recroquevillé dans une robe d'été. La vérité éclata alors. Claire avait été assassinée, suffoquée, enterrée là par son propre mari, parce qu'elle avait découvert ses liaisons. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis qu'Éric s'est pendu, la maison est vide. Pourtant, chaque année, à la même date, celle de la disparition de Claire, des hommes infidèles du quartier disparaissent. Sans explication. Toujours les mêmes profils, charmeurs, sur deux et menteurs. On dit que leurs téléphones sont retrouvés avec des vidéos, brèves, floues. Un visage blanc, sans yeux, qui surgit dans l'écran, toujours précédé d'une voix presque chuchotée. « T'as juré fidélité, non ?» Une rumeur circule parmi les jeunes du quartier. Si un homme trompe sa compagne, qu'il s'approche de la maison de Claire et regarde à travers la fenêtre du salon, elle l'attend, silencieuse, immobile. Mais la nuit suivante, c'est dans son propre lit qu'il la revoit, d'abord dans un rêve, puis dans le miroir, enfin assise à ses pieds, les mains gelées sur ses chevilles. On ne meurt pas toujours dans la violence. Parfois on meurt de honte, d'effroi. Et c'est là que Claire agit. Elle ne crie pas. Elle murmure. Elle montre ce qu'on a fait. Elle fait ressentir ce qu'elle a vécu. L'humiliation, la trahison, l'oubli. Son visage à Lutza, à jamais figé dans l'instant de sa dernière respiration, hante ceux qui croyaient pouvoir aimer à moitié. Moralité, ne jure jamais fidélité si tu comptes la trahir. Parce qu'elle, elle ne t'oubliera pas. Et elle est très très patiente. Il travaillait là, il est mort là, il n'a jamais quitté les lieux. L'immeuble devait être un symbole de renouveau, 15 étages de béton, de verre et d'acier qui devaient surgir du sol pour redonner vie à un quartier morne. Le chantier avait commencé 8 mois plus tôt. Tout allait bien jusqu'à l'accident. Jean Lemoine, un ouvrier expérimenté, avait chuté d'un échafaudage mal fixé. Son harnais n'avait pas tenu. Il s'était écrasé sur le béton frais, son casque fendu net. Le jour même, le chef de chantier avait fait couler du béton par-dessus la zone pour éviter les retards. Le corps n'avait jamais été retrouvé. Depuis, les choses avaient changé. Les nouveaux ouvriers se plaignaient de bruit la nuit. Des coups sourds sur les échafaudages, des chaînes qui traînaient, des murmures dans les gaines techniques. D'autres disaient avoir vu un homme, vêtu d'un gilet fluo et d'un casque brisé, errant dans les couloirs à peine monté. Quand on l'approchait, il disparaissait. Mais l'air devenait glacial. Un électricien, Rachid, s'était retrouvé enfermé dans la cage d'ascenseur pendant 6 heures, alors que personne n'avait encore raccordé l'électricité. Il jurait avoir entendu un souffle derrière lui, puis une voix. « Vous m'avez laissé ici. » Une semaine plus tard, c'est le chef de chantier lui-même qui fit une chute. Même étage, même échafaudage. Pourtant,
Tous les harnais avaient été contrôlés la veille. Puis ce fut au tour de Diego, le grutier, de se taillader les bras avec un coupe-boulon. Il disait vouloir libérer Jean. Les anciens avaient déserté le chantier. Il ne restait plus que des intérimaires qui ne connaissaient pas l'histoire. Mais même eux commençaient à sentir l'oppression. Le 13e étage était toujours désert. Aucune cloison n'y tenait. Les murs s'effondraient sans raison. Le béton ne prenait pas. Un jour, un ouvrier s'aventura seul jusqu'au sommet. Il avait reçu un appel radio bizarre, une voix métallique qui disait simplement « On a besoin de toi, en haut ». Il ne redescendit jamais. Depuis, l'entreprise a suspendu les travaux. Le chantier est figé. À la tombée de la nuit, les rares passants affirment voir une silhouette sur le 13e étage. Un homme qui fixe le vide, qui attend. Peut-être un nouvel ouvrier. Peut-être quelqu'un à entraîner dans le béton. Car on dit que Jean n'est pas mort. Il a juste été absorbé par l'immeuble, et qu'il ne veut pas être seul là-dedans. Dans les eaux sombres de Colmont, une sirène maudite veille en silence. Ceux qui osent troubler son royaume entendent son chant fatal, et ne reviendront jamais. Depuis des décennies, les pêcheurs du village de Colmont évitaient une zone précise de la mer, un cercle invisible où l'eau devenait plus sombre, plus lourde, même en plein jour. Les anciens parlèrent d'une créature maudite, habilite, surgie d'un naufrage oublié, dont le chant déformé s'élevait parfois dans la brume du matin. Marc, un jeune pêcheur ambitieux, ne croyait pas aux vieilles superstitions. Lors d'une aube lourde et silencieuse, il décida de traverser la zone interdite, pensant y trouver des poissons plus nombreux, loin des peurs des villageois. La mer était étrangement calme, presque figée. Pas un oiseau, pas une rafale de vent. Soudain, la créature bondit hors des flots. Son visage, moitié humain, moitié squelette, la bouche fendue jusqu'aux oreilles, dégoulinait d'eau noire. Ses bras décharnés griffèrent l'air tandis que sa queue battait violemment la mer, renversant presque la barque. Marc hurla et tenta de repousser la bête avec sa rame, mais ses mouvements étaient ralentis, comme si l'air lui-même se densifiait. La sirène planta ses griffes dans le bois du canot et d'un coup de ses membres tordus le fit basculer. Marc sombra, happé par l'eau glacée. Dans les abysses, il vit d'autres formes, d'autres visages, figés dans la terreur, prisonniers de la vase, les anciennes victimes d'Abilite. Le lendemain, les habitants de Colmont trouvèrent la barque échouée sur les rochers, brisée comme un coquillage vide. Ils ne retrouvèrent jamais Marc. Depuis, au lever du jour, certains affirment entendre un double chant dans la brume, celui d'une sirène maudite et celui d'un jeune pêcheur qui n'a jamais réussi à revenir. On dit que sœur Alvira n'a jamais quitté la chapelle de Saint-Lazare, et que ceux qui croisent son chemin ne reviennent jamais vraiment les mêmes. Oseras-tu découvrir ce que son silence cache ? Enfouie au cœur d'une forêt oubliée, la chapelle de Saint-Lazare se dresse encore, à moitié engloutie par le lierre et le temps. On raconte que nul n'ose s'y aventurer après la tombée du jour. Car c'est là que vit sœur Alvira, une nonne dont le nom n'apparaît dans aucun registre ecclésiastique. Autrefois, cet endroit était un couvent isolé. Sœur Alvira, jeune et pieuse, s'y retira après une tragédie familiale. Mais au fil des ans, sa foi se mua en obsession. Elle s'isolait dans la crypte, murmurant des psaumes tordus dans une langue inconnue. Puis, un à un, les autres sœurs disparurent. Lorsqu'un prêtre fut envoyé enquêter, il trouva la chapelle vide, à l'exception d'une seule silhouette, une nonne au visage ravagé, ses yeux noirs comme la suie, son sourire figé comme cousu à la peau. Il tenta de fuir mais ne franchit jamais les portes. Depuis, on entend parfois une cloche résonner à minuit. Si quelqu'un y entre, on dit que sœur Alvira lui murmure à l'oreille, récitant une prière ancienne qui vide l'âme. Une vieille légende circule parmi les habitants des hameaux voisins. Sœur Alvira ne serait pas morte, pas tout à fait. Chaque âme capturée lui rend un peu de chair, un peu de souffle. Certains disent même qu'elle attend quelqu'un, un pèlerin assez pur, assez fou, pour vouloir la délivrer. Mais le dernier qui a cru pouvoir la sauver a été retrouvé des mois plus tard, agenouillé dans la clairière, les lèvres cousues de fil noir et le cœur battant encore. Écoute la légende de ce clown maléfique qui enlève un enfant chaque année. Chaque année, le petit village de Belmont organisait une fête foraine aux abords de la forêt. C'était une tradition joyeuse, un moment de répit avant l'hiver. Mais cette année-là, un nouvel artiste s'était glissé dans la programmation. Un clown du nom de Grinchot. Personne ne se souvenait l'avoir engagé,
Il était simplement là, avec son visage pâle comme de la craie, ses yeux trop noirs pour être des lentilles et un sourire peint qui semblait se prolonger jusque sous sa peau. Il ne parlait pas, il riait, un rire aigu, déformé comme passé dans un magnétophone cassé. Les enfants l'adoraient au début. Le soir de la dernière représentation, une petite fille du nom de Mila monta sur scène. Grinchot l'invita à un tour de magie. Il ouvrit une boîte en bois sculptée de symboles étranges et y fit entrer la fillette. Il ferma le couvercle et la fille disparut. Mais il ne la fit jamais réapparaître. Les rires cessèrent. Les organisateurs crurent d'abord à une mauvaise blague. Ils appelèrent Mila, fouillèrent la scène. Rien. Grinchot, lui, continuait à rire. Les adultes voulurent le retenir, mais au toucher, il était glacial. Littéralement. Comme s'il n'avait jamais été humain. Il s'échappa dans la forêt, en courant comme une marionnette désarticulée. Les recherches durèrent des semaines. Mila ne fut jamais retrouvée. L'année suivante, malgré la tragédie, la fête fut maintenue en hommage à Mila, disait-il. Mais la veille de l'ouverture, les haut-parleurs du village grésillèrent. Une voix aiguë, grinçante, elle disait « Un enfant pour un rire. C'est le prix, nous avons bien ri, il me semble. » Depuis, chaque année, un enfant disparaît le soir de la fête. On ne voit plus Grinchot. Mais parfois, entre les arbres de la forêt, on distingue une silhouette blanche avec une perruque rouge et un sourire peint qui ne bouge jamais. Et parfois, en pleine nuit, un rire traverse les murs des maisons. Un rire qui n'a rien d'humain. Des étudiants ont réveillé les morts, ils n'auraient jamais dû. Dans un petit hameau oublié, niché entre les collines et les marécages, les habitants parlent à voix basse d'un cimetière abandonné au nord du village. On l'appelle le chant des murmures. Personne ne s'en approche depuis cette nuit de 1912 où un orage si violent avait fondu le sol et mis à nu d'antiques cercueils oubliés. Mais le vrai cauchemar a commencé bien plus tard, en 2024. Un groupe d'étudiants en histoire, curieux et téméraires, décida de s'y rendre pour Halloween, caméras au point, espérant capter quelques images flippantes pour TikTok. Ils rirent en enjambant le vieux portail rouillé, ignorant les corbeaux qui s'envolaient en croassant de manière presque humaine. Ils n'ont rien posté ce soir-là. Le lendemain matin, le maire découvrit leurs voitures abandonnées, et dans les jours qui suivirent, quelque chose changea dans le village. Les chiens hurlaient sans raison. La brume ne quittait plus les collines, et chaque nuit, on entendait une chanson grave et désaccordée portée par le vent, une voix ou plusieurs, chantant en latin une prière inversée. Puis vinrent les disparitions, un fermier, une boulangère, un enfant. Quand le forgeron osa suivre les traces dans la boue, il revint les yeux écarquillés, murmurant une seule phrase avant de sombrer dans un mutisme total. Ils sont debout, mais ils ne respirent pas. Les morts marchaient, leurs corps tordus, boueux, les orbites vides. Ils ne couraient pas, ils attendaient, observaient, murmuraient, et chaque nuit, ils s'approchaient un peu plus des maisons. Un seul survivant du groupe d'étudiants réapparut 3 semaines plus tard. Amaigri, tremblant, il grava un mot avec son sang sur le mur d'une église avant de s'effondrer. « Pardonnez-nous. On a ouvert. » Aujourd'hui, les revenants ont été chassés, mais personne n'a osé retourner au chant des murmures. Mais certains disent que si tu tends l'oreille au bon moment, juste avant minuit, tu peux entendre les revenants qui chantent en t'appelant par ton prénom.